protection des données personnelles et ensuite d'attaquer. Alors, ce sont des chapitres assez, pas très compliqués, hein, plutôt intéressants, où il n'y a pas de chiffres, donc vous allez être content. Mais c'est des chapitres qui sont plus, qui permettent plus de discussion, donc il ne faut surtout pas hésiter à intervenir pendant cette heure. Me donner votre opinion, bien sûr, ce que vous savez aussi du cours pour répondre aux différentes questions qui vous sont proposées en fonction des cas que l'on va étudier. Donc ici, je vais représenter notre cas, ça doit être celui-ci. Voilà, remettre à l'écran celui-ci et en fait, ici, voilà. Ici, tout l'enjeu de ce texte, c'est de nous sensibiliser à la protection des données personnelles qui ont un caractère relatif à notre santé. Aujourd'hui, nombre d'objets connectés permettent de connaître son rythme cardiaque, ses heures de sommeil, son oxygénation, etc., etc. Et obligatoirement, ces données sont certainement stockées sur les serveurs d'Apple pour les applications des iPhones ou des montres connectées ou sur d'autres serveurs encore. Qu'en est-il de ces données et peut-on imaginer un jour voir ces données atterrir dans des mains moins scrupuleuses et qui pourraient s'en servir pour, par exemple, vous refuser l'entrée, pas l'entrée, mais un prêt, ce qui déjà est le cas, mais pas dans le même système, mais ce qui pourrait conditionner votre, je ne sais pas moi, l'entrée dans un secteur d'études, par exemple, ou encore autre chose. Donc, il faut juste rappeler déjà que les données relatives à votre santé, s'ils doivent être collectés, ne peuvent le faire que, et en vue d'un certain traitement, bien sûr, ne peuvent le faire qu'avec votre autorisation. Et ça, c'est une stipulation express, une disposition express du RGPD, notre fameux règlement européen de protection des données, entré en vigueur en mai 2018 en France, d'accord. Et aujourd'hui, si pour X raisons des données personnelles de santé doivent être traitées, transmises, stockées, elles doivent obligatoirement, la personne ou l'organisme qui entend les stocker, doit obligatoirement le faire avec votre autorisation. D'accord ? Ça, c'est une disposition express. Et vous qui ne serez pas des professionnels de santé, mais qui pourrez éventuellement recueillir, parce que les professionnels de santé sont plutôt protégés par un ordre des médecins qui fait quand même des rappels quant aux données personnelles de santé qui seraient collectées par les médecins. Mais des structures étatiques règlent un peu le tout. Et on peut se poser aujourd'hui la question, notamment des signalements Covid. Aujourd'hui, et vous en entendez parler justement, je l'entendais encore tout à l'heure avec le passeport santé ou le passeport vaccination que certains pays entendent mettre en place et qui en France fait son chemin petit à petit, même s'il y a une petite résistance. Demain, imaginons que vous ayez fait le Covid, le laboratoire qui a fait votre test va transmettre les données auprès de la sécurité sociale et de l'ARS et ces données vont être traitées. Vous allez être contacté, d'accord, et on va vous demander de signaler toute personne qui a été en contact avec vous ces derniers temps et pour à nouveau recontacter cette personne, les mettre en garde, leur demander de faire un test, etc. etc. Est-ce qu'un jour, ces données seraient accessibles par un employeur qui veut recruter des gens et dit bah, moi, ça serait bien si les gens aient déjà fait le Covid, comme ça, au moins, je suis sûr qu'ils ne le refassent pas. Et puis, donc, quel est aujourd'hui notre degré de protection face à ça? Donc,
déjà, il est important puisque je vous ai dit que obligatoirement, on devait recueillir votre consentement pour le stockage des données, sauf dans un cas, enfin dans plusieurs cas, mais un cas ici qui nous concerne. Et ce cas, c'est celui que l'on vit en ce moment, c'est celui des risques d'une pandémie. Dans ce cas-là, votre consentement n'est pas nécessaire au fait qu'on recueille, qu'on traite vos données. Vous en serez informé, mais on ne vous demande pas votre avis. Donc aujourd'hui, chacun de nous, euh, qu'il ait fait le Covid ou bien qu'il soit vacciné, son nom va apparaître dans des fichiers qui vont servir à des traitements et qui peut-être demain vont ouvrir la porte à un passeport vaccinal ou un passeport santé qui vous permettrait d'avoir accès au restaurant, aux salles de sport, si toutefois vous avez fait le Covid ou si vous êtes vacciné. Que pensez-vous de cette disposition? Qui est favorable à ce passeport? Qui aujourd'hui dirait oui, moi je suis favorable, si on dit voilà, on met un passeport en place, à partir du moment où tout le monde aurait la possibilité d'être vacciné, on met un passeport vaccinal en place qui permet à ceux qui sont vaccinés de pouvoir accéder à des restaurants et à ceux qui ne sont pas vaccinés, par exemple, de ne pas avoir accès aux restaurants, aux salles de sport, aux salles de ciné, à des transports en commun, etc. Rosine me dit qu'elle serait contre. Qui serait Alexandra est aussi contre. Pareil pour Romain, a priori, vous êtes tous contre. Véronica, elle ne sait pas trop, donc on pourrait réussir à la convaincre, alors Véronica. Contre aussi, Roxane. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui, à un moment donné, si ça peut protéger des personnes, imaginons que votre grand-mère aille dans un restaurant où vous êtes sûr que toutes les personnes qui sont dans le restaurant sont vaccinées. À partir de là, elle n'a aucun risque. Démocratie, liberté, et la liberté de vivre ou la liberté de ne pas être infecté par les personnes qui auraient refusé de faire le traitement. C'est aussi au-delà de la liberté, l'État doit assurer ma santé, doit assurer ma protection. D'accord. À partir de là, l'idée est défendable. Il y a bien. Ma grand-mère est vaccinée. Ok, on a. Mais il y a bien des pays où pour s'y rendre, il faut avoir obligatoirement fait le vaccin contre la fièvre jaune, la diphtérie ou ce type de maladie. Pourquoi aujourd'hui on n'obligerait pas les gens à être vaccinés? Ouais, vous êtes contre le vaccin obligatoire? Je vous titille, hein. Je vous titille exprès pour voir un peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais effectivement, alors ça n'est pas forcément. Alors, effectivement, alors, on ne va pas entamer le débat sur les vaccins, hein. Je pense qu'il est différent parce qu'effectivement, il y a un recul. Et puis, il y a certainement une mortalité. Bon, je vous rappelle qu'il y a 11 vaccins obligatoires, hein, aujourd'hui, depuis l'année dernière. Je crois que ça a été mis en place. Mais après, effectivement, c'est notre liberté. Il y a un problème de contagiosité aussi qui est différent, hein. Vous chopez la varicelle, bon, même si c'est contagieux, il y a un risque de contagiosité qui est beaucoup plus important. On ne parle pas des mêmes maladies. Euh, mais ici, comme je sais pas, je crois que c'est Romain qui disait qu'on avait moyennement du recul sur les vaccins. D'accord. Ce sont des vaccins qui ont été faits en un an et qui ont une durée ici de quelques mois. Donc, effectivement, difficile d'avoir du recul à ce propos. Euh, Maintenant, on peut se poser la question, hein, de le rendre obligatoire dans le sens où l'impact sur nos vies est relativement important. Enfin, je ne sais pas si vous voyez comment nos vies ont changé depuis un an. On va bientôt avoir une année de Covid derrière nous, mais euh, c'est euh, c'est radical. Tout le monde a été touché de près, de loin,
par le boulot, par la santé, peut-être que vous avez perdu un proche ou avez été très inquiet pour la santé de votre grand-mère. Moi, je n'ai pas vu mes élèves pendant 8 mois. Vous n'avez pas vu pour vous certains de vos enseignants pendant très longtemps. L'année dernière, on a eu des BTS qui n'ont pas été passés. Les élèves se sont préparés pour 2 ans pour passer un BTS qui finalement n'ont pas passé. Aujourd'hui, à 18h, c'est tout le monde rentrait chez soi coucou panier. Pendant 2 mois, on n'a pas pu sortir de chez nous l'année dernière. Enfin, vraiment, notre vie, notre modèle, il y a plein de gens qui vont rester sur le carreau d'un point de vue économique. Notre modèle de vie a vraiment changé. D'accord ? Ou en tout cas a été impacté. Il n'a pas vraiment changé, mais en tout cas, il a été impacté par ce virus. Est-ce que rendre la vaccination obligatoire permettrait de retrouver notre vie d'avant? On peut se poser la question. D'accord ? On peut se poser la question. Maintenant, quant au passeport vaccinal, oui, bien sûr que je vous rejoins, même si, attention, c'est pas forcément. Chacun peut avoir son opinion, hein, d'accord. Et je veux certainement pas que la mienne soit prédominante par rapport à la vôtre si vous étiez d'une opinion contraire. Effectivement, c'est une limitation de nos libertés. Elles sont déjà fortement atteintes à cause de la pandémie. Et aujourd'hui, alors que la liberté de circulation, c'est un droit fondamental de l'homme, il est restreint parce que cette restriction, elle est nécessaire pour protéger la globalité de notre population. En tout cas, c'est en ça où le Conseil constitutionnel a validé tous les principes de restriction à la circulation que le gouvernement a pu mettre en place depuis un an. Parce qu'on peut très bien dire, mais attendez, une de nos libertés fondamentales, c'est si j'ai envie d'aller de l'endroit A à l'endroit B, j'ai tout à fait le droit. D'accord ? Me priver de cette liberté, c'est une atteinte à mes droits fondamentaux, défendus par notre Constitution ou défendus encore par la Déclaration des droits de l'homme. Donc, malgré tout, cette restriction est autorisée si l'ordre public est menacé, et dans l'ordre public, il y a cette notion de sécurité et de sécurité sanitaire. Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais malgré tout, ça reste intéressant, je dirais encore plus intéressant en cette période où je me dis, bah voilà, alors j'ai sans aucun souci de santé fait le Covid, il y a maintenant 6 mois, mais donc ça veut dire que quelque part, dans une base de données de l'État, ou de la Sécurité sociale, ou de l'ARS, mon nom apparaît comme personne ayant contracté le Covid. Voilà. Quelque part, moi, ça me gêne un petit peu. Il faut avoir une réelle confiance dans nos autorités pour se dire, bon, bah ok, il n'y a pas de souci, tout le monde pourrait éventuellement, en ayant accès à cette base de données, savoir si j'ai fait le Covid. Et puis après, on pourrait étendre, hein. Tout le monde pourrait savoir si j'étais opéré des amygdales, si j'étais opéré de l'appendicite. Et puis après, on pourrait encore étendre. Tout le monde pourrait savoir si je suis en surpoids, si j'ai eu telle maladie ou telle autre maladie. Donc ça fait vraiment un peu peur. Là, on sait qu'effectivement, c'est stocké, mais quand on passe par des objets connectés qu'on pense anodins, et qui prennent notre rythme cardiaque, etc., ça fait un petit peu plus peur parce que là, on ne sait pas derrière. Ici, aujourd'hui, les données qui sont collectées par les données relatives au Covid sont des données qui sont collectées par l'État, d'accord, par l'ARS ou par la Sécurité sociale. Bon. On peut avoir une confiance malgré tout légitime, une confiance, alors pas aveugle, mais on peut avoir confiance dans notre État qui est au surplus un État quand même démocratique, où le citoyen est protégé. Mais on pourrait se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et ici, on vous dit, voilà, notamment, on pourrait se poser des questions, voilà, j'ai quelques petits soucis de santé, du coup, bah, ma mutuelle va consulter un fichier et va dire, paf, problème de santé, donc va augmenter ma cotisation, ou bien va me refuser l'accès, ou bien on risque de me refuser l'accès à un prêt, alors que moi-même, je n'ai donné aucune information, les informations ont été cherchées, ont été trouvées ailleurs dans une base de données. Donc ça pose vraiment question, et
il faut vraiment qu'on ait des garanties. Il faut qu'on ait des garanties quant à ces données, comment elles sont stockées, et par qui elles sont consultables, comment elles sont utilisables, comment elles sont traitées, et finalement pourquoi on les garde. Pourquoi aujourd'hui mon nom apparaît dans la base de données personne ayant eu le Covid. Où mon nom apparaît. Quel est l'intérêt? Il faut qu'il y ait un réel intérêt pour que les données soient stockées. S'il n'y a pas d'intérêt, et ça rejoint un petit peu la philosophie générale du RGPD, hein, on ne garde que des données qui servent à un traitement utile. D'accord? Voilà un petit peu les réflexions qui peuvent être appelées sur ce point-là, en sachant bien sûr que les données de santé, elles amènent effectivement un traitement très particulier. Et ce premier traitement, c'est le recueil du consentement quand on veut garder les données de santé avec les petites exceptions dont je vous ai parlé. Voilà, on a fait le tour un petit peu là de notre chapitre sur la protection des données. Il y a juste un petit rappel, on ne l'a pas traité dans les cas que l'on a vus. C'est celui le cas, la partie qui porte sur le DPO. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire DPO? Ou me l'écrire? Alors, dans mon super onglet, je vais vous dire ce qu'est le DPO. C'est le Data Protector Officer. D'accord? Donc, c'est celui qui va être chargé de la protection des données. Chaque entreprise qui collecte des données, d'accord, et qui en fait un traitement, des données numériques telles qu'on les a données tout à l'heure, doit nommer dans son personnel ou dans un personnel extérieur une personne qui va être donc chargée de surveiller tout ça. D'accord? Donc, il va être chargé de vérifier qu'effectivement le système est bien sécurisé, que les informations collectées sont utiles et nécessaires aux traitements qui sont envisagés, que le consentement ou l'information des personnes qui ont fourni ces données a bien été recueilli, que en cas que les personnes qui demandent, qui font une demande pour l'effacement de leurs données ou la portabilité de leurs données soient bien satisfaites, qu'on ait mis toutes les procédures en place. Donc, il doit y avoir un responsable de tout ça, dans chaque entreprise. Alors, dans les toutes petites entreprises, c'est le chef d'entreprise qui va lui-même, ou s'il y a un directeur informatique qui va pouvoir lui-même assurer cette fonction. Mais dans tous les cas, chaque entreprise qui traite des données personnelles doit avoir un DPO. Il peut confier cette charge à une personne extérieure, des spécialistes, d'accord, bien souvent du monde de l'informatique, ou même des spécialistes du monde du droit, puisqu'un avocat peut être le DPO d'une entreprise et ainsi assurer la conformité juridique de la collecte et du traitement des données personnelles. Voilà pour le point sur le DPO. Donc, c'est encore là une obligation pour les entreprises qui traitent des données personnelles de nommer et de désigner un DPO. C'est bon pour tout le monde sur ce chapitre? Bon, a priori, c'est bon pour tout le monde. Alors, heureusement qu'on n'a pas que des chapitres comme ça, parce que je ne vous sens pas très à fond dedans. Hein. Alors, on va passer, je pense que peut-être vous l'avez vu, on va passer. Hop, j'arrête la présentation. Alors, il me semble que c'est bien ça. Au chapitre qui traite encore une fois ici de la protection, mais une autre protection. D'accord? Une autre protection, c'est celle des actifs immatériels de l'entreprise. Alors, on entend par actif immatériel donc quelque chose qui n'a pas de réalité physique. Ici, on parle notamment de marques, de noms de domaine, de bases de données, etc. etc. Aujourd'hui, il y a un encadrement juridique de ce que peut posséder l'entreprise qui est soit par le droit de la protection de la propriété intellectuelle, ou soit par le jeu de la concurrence déloyale, ou bien encore de la contrefaçon. On va d'abord faire un petit point sur, peut-être à travers ce petit
voilà ce premier petit cas. On va regarder ce qu'il en est. Et ça va nous permettre de faire un petit peu le point sur deux choses. Que sont la concurrence déloyale et l'action en contrefaçon. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a eu un jugement qui a été rendu et un éditeur d'application a été condamné à verser 20 000 € au titre de dommages et intérêts et au titre de la concurrence déloyale à son concurrent, pour s'être largement inspiré de son application. Le tribunal n'a pas retenu la contrefaçon de droit d'auteur, faute de preuves sur son contenu et sur son architecture. Mais il a considéré que les fonctionnalités et l'ergonomie étaient très ressemblantes et qu'elles constituaient un comportement fautif, générant un risque de confusion chez le consommateur. Voilà un petit peu le contexte. Et il y a un mot qui est important ici, enfin il y a plutôt une explication qui est importante, c'est le terme de confusion dans l'esprit de l'Internet, qui est amené à utiliser l'application concurrente. Donc ici, finalement, on vous dit que le tribunal a retenu une action en concurrence déloyale et pas une action en contrefaçon. D'abord, il faut savoir que les deux actions sont différentes d'un point de vue des peines qui sont encourues. Enfin, des peines. L'action en concurrence déloyale ne peut pas entraîner de peine de prison. D'accord ? Elle n'entraînera que la possibilité d'allouer des dommages à intérêts à la personne qui a été victime. Alors que l'action en réparation, l'action en contrefaçon peut amener la personne qui est condamnée à faire de la prison. À partir de ce que je viens de vous dire, quel type de responsabilités sont activées dans les deux cas? L'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon. Si je vous dis que l'une amène des peines de prison et l'autre ne peut pas amener des peines de prison, ne peut amener que des dommages et intérêts. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ça vous fait penser certainement, vous y êtes presque, Véronica, vous y êtes presque. Effectivement, ça vous fait penser à la responsabilité pénale et à la responsabilité civile, et pas délictuelle. Voilà. L'action en contrefaçon ressort de la responsabilité, engage la responsabilité pénale de celui qui l'a commise. A commis la contrefaçon. Alors que la concurrence déloyale ne se répare que sur le terrain de la responsabilité civile. Vous pouvez avoir fait toute la concurrence déloyale que vous pouvez, d'accord ? Vous ne serez condamné que à des paiements de dommages et intérêts réparant le préjudice que vous avez causé. Donc déjà, deux choses. Matière civile pour la concurrence déloyale et matière pénale pour l'action en contrefaçon. Donc, deux façons de voir les choses. Tribunaux civils, tribunaux pénaux. D'accord ? Donc, tribunal judiciaire, action sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, ça, vous aviez raison de ce point de vue-là. D'accord ? Et tribunal correctionnel pour l'étude d'une action en contrefaçon, avec possibilité d'avoir une réparation du dommage causé, mais aussi d'être condamné au paiement d'amende et éventuellement de paiement de peine de prison. La contrefaçon est punie au maximum de 4 ans de prison et de 400 000 € d'amende. En dehors de la réparation que vous devez, qui pourrait vous incomber du préjudice que vous avez causé à la personne qui a été victime de contrefaçon. C'est-à-dire que en matière pénale, souvent, deux volets sont activés. Enfin, quand il y a eu une infraction, et ici un délit, puisque la contrefaçon est un délit,
on va d'abord vous condamner parce que vous avez fait une faute, d'accord? Ça va amener à une peine de prison, d'accord? Parce que vous avez contrarié une règle de notre société. C'est ce qui définit l'action pénale, hein. Donc, vous risquez une amende que vous paierez à l'État. Ici, l'amende au maximum est de 400 000 euros. Et vous risquez de la peine de prison. Je vous rappelle que la responsabilité pénale a pour vocation la sanction. On vous sanctionne. Alors que la responsabilité civile a pour but la réparation. La responsabilité pénale, la sanction, la responsabilité civile, la réparation. Nous en avions déjà largement parlé en début d'année. Ici, l'action en contrefaçon, qui ressort de la responsabilité pénale, n'empêche pas la réparation, puisque, ok, il y a un caractère pénal, mais il y aura aussi un caractère civil, et la personne qui a été lésée des contrefaçons que vous avez faites va pouvoir vous demander réparation du préjudice qu'elle a subi. D'accord ? Le préjudice sera évalué, et à partir de là, la réparation pourra être demandée à travers des dommages et intérêts. Quelqu'un peut me redonner les trois conditions de l'activation de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, enfin de la responsabilité civile, puisqu'aujourd'hui on ne fait plus la différence entre délictuelle et quasi-délictuelle. Il y a trois conditions. Il faut quoi ? Consentement. Waouh. Consentement. Alors, Rosine, non. Mais c'est pas grave, je préfère que vous parliez, que vous me disiez une bêtise plutôt que une faute. Très bien. Alors, on ne va pas dire une faute, mais vous avez raison, hein, Véronica, on ne va pas dire une faute, on va dire un fait, d'accord? Un fait dommageable. Parce que la faute s'entend de quelque chose un peu négatif, vous comprenez ce que je veux dire? Mais un simple fait, d'accord, qui ne soit pas forcément une faute, d'accord? Je fais ce geste-là, je n'ai pas fait une faute, et pourtant, si je percute quelqu'un, j'engage ma responsabilité délictuelle, d'accord? Ma responsabilité civile, et c'est ici délictuelle. Donc, on va dire un fait dommageable, mais une faute, ça fonctionne aussi, hein, d'accord? Si vous mettez la faute dans votre copie, on ne va pas vous sanctionner. Donc, première condition, une faute. Un lien de cause à effet, on l'appelle, vous avez aussi raison, Fiona, mais on l'appelle un lien de causalité. D'accord ? Mais c'est ça, le lien de causalité, c'est le lien de cause à effet. Il faut qu'il y ait une relation entre la faute que vous avez faite et le dernière condition. Donc on a dit la faute, un lien de causalité, oui, et il manque un. Oui, c'est ça, un dommage ou un préjudice. D'accord ? Alors, c'est bon, hein, ce que vous dites, mais on emploie plutôt le mot préjudice. D'accord ? Donc, on répète, il faut un fait dommageable ou une faute, un préjudice et un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. D'accord ? Donc ça, ce sont les trois conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile. Si on l'applique en matière de concurrence déloyale, il va falloir qu'il y ait une faute. Il va falloir aussi que cette faute, ou que ce fait, m'ait causé un préjudice, perte de clientèle, voilà, des choses comme ça, d'accord ? Et il faut bien sûr qu'il y ait un lien entre les deux. Il faut bien que ce soit l'action, de la personne qui m'a fait de la concurrence déloyale qui m'ait fait perdre de la clientèle et donc du chiffre d'affaires. Ça sera mon préjudice. S'il n'y a pas de préjudice, il n'y a rien. Quelqu'un, alors il y aura toujours un préjudice, même s'il est que moral, d'accord ? Il n'est pas forcément quantifiable tout de suite. Mais imaginons que, je ne sais pas moi, je sois un restaurateur
et je m'appelle le McDo, et à côté, un autre restaurateur s'installe et il s'appelle Magda, juste avec un nom avec une lettre qui change. On est clairement ici dans de l'imitation. D'accord. Il va falloir que je prouve que j'ai subi un préjudice à cause de cette action. D'accord. Perte de clientèle, je vais pouvoir dire, bah voilà, d'habitude j'ai toujours 300 clients le midi et là j'en ai plus que 200 parce qu'il y en a 100 qui vont à côté. À partir de là, ça sera possible d'intenter une action. S'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas d'action. Alors, parlons de la concurrence déloyale. Il existe 4 types de concurrence déloyale. Voilà, c'est déterminé. Il y a 4 types. Il y a une typologie de la concurrence déloyale. On va les voir ensemble. D'abord, il y a le phénomène de dénigrement. Donc, le phénomène de dénigrement. Le fait de dénigrer un concurrent peut entraîner une action sur le terrain de la concurrence déloyale. Malgré tout, si ce dénigrement est fait par des faits avérés, mon voisin, le boucher, moi je suis boucher, d'accord, parce que effectivement, la condition de l'action en concurrence déloyale, c'est qu'il y ait une concurrence. Si moi je suis charcutier et que je vais attaquer une entreprise de menuiserie, on n'est pas concurrent. Donc ici, même s'il porte le même nom que moi, il ne peut pas y avoir de concurrence déloyale. C'est une des conditions. Il faut qu'on soit sur un marché concurrentiel. Si on n'est pas concurrent, il ne peut pas y avoir même s'il y a eu imitation, s'il y a eu tout ce que vous voulez, l'action en concurrence déloyale ne peut pas fonctionner. Ici, donc, je disais le dénigrement. Moi, je suis boucher, et puis il y a un boucher dans la rue d'à côté, et puis je vais aller dire que, par exemple, il y a eu un contrôle sanitaire, et le contrôle sanitaire a fait apparaître de grosses défaillances dans la qualité de sa viande, dans l'approvisionnement de sa viande, etc. Si ce sont des faits qui ne sont pas vrais, là, effectivement, je peux être condamné du fait de concurrence déloyale, et ici, ça sera à cause du dénigrement. Ça, c'est le fait générateur, le fait dommageable. Par contre, si il est vrai que mon voisin boucher, au demeurant concurrent de moi-même, ait fait l'objet d'un contrôle sanitaire qui s'est mal passé pour lui, mais qu'il a essayé de le cacher, et que moi je le révèle à tout le monde, il n'y a pas de dénigrement. Parce qu'effectivement, je ne lui fais pas de la bonne publicité, mais ce sont des faits qui sont réels. À partir de là, une action en dénigrement ne pourra pas prospérer. C'est bon pour ça? Vous avez compris? Donc, dénigrement. Deuxième chose, désorganisation. Deuxième type de concurrence déloyale, la désorganisation. La désorganisation, je vais vous donner un exemple. Une entreprise va débaucher tout un secteur, tous les mecs qui vont travailler, par exemple, moi j'ai une boîte, je fabrique un produit, et puis j'ai 3 commerciaux qui s'occupent de la distribution de ce produit. Et puis une entreprise concurrente vient débaucher mes 3 commerciaux. Bon, je leur propose un salaire plus important, il n'y a pas de clause de non-concurrence, ping, je perds mes 3 commerciaux. Ici, on est dans une façon de faire qui pourrait être effectivement condamnée au titre de la concurrence déloyale parce qu'il y a eu une volonté de me désorganiser en débauchant tout un pan de mes salariés. Par contre, le fait de débaucher qu'un seul salarié, même si c'est un salarié qui est relativement important dans ma boîte, tout simplement parce que je voulais avoir un bon vendeur, je vous ai piqué votre vendeur, je lui ai proposé plus. Ici, une telle action ne pourra pas être condamnée sur le terrain de la concurrence déloyale. Donc, on avait dit dénigrement, on avait dit
des organisations. Et on va en avoir deux autres qui sont relativement proches. D'abord, le parasitisme. Le parasitisme, c'est profiter, c'est un parasite en fait, c'est profiter de la notoriété de quelqu'un pour récupérer des clients. Je vais vous dire exactement comment l'a défini la Chambre commerciale en 99. C'est l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, sans effort et sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire. C'est profiter de quelqu'un. Et enfin, le dernier, je l'ai gardé pour la fin, celui qui nous intéresse ici, c'est l'imitation. Donc, imiter, j'ai pas dit copier, hein, j'ai dit imiter. Imiter quelqu'un, quelque chose, ce qui est le cas ici, puisqu'il y a de fortes ressemblances entre les deux applications. Les ressemblances, elles sont sur les fonctionnalités, elles sont sur l'ergonomie, c'est-à-dire la couleur qu'utilise l'application, où sont mises les différentes fonctions, etc., etc. Il y a de fortes ressemblances entre les deux applications, et c'est pour cela, c'est sur ce terrain-là, c'est arguant de ce fait-là, que les juges ont condamné le copieur, hein, quelque part, ou l'imitateur, à réparer le préjudice subi par l'entreprise qui a été imitée sur le terrain de la concurrence déloyale. Alors pourquoi l'action en contrefaçon n'a pas été faite ici? Pourquoi ce n'était pas possible d'avoir une action en contrefaçon? Parce que l'action en contrefaçon, c'est pas l'imitation, mais c'est la copie, trait pour trait. Et c'est là où il y a une différence. Parce qu'on vous dit ici qu'on n'a pas réussi à prouver qu'on a copié l'architecture, par exemple. L'architecture, donc la façon de coder le logiciel, etc., de façon à pouvoir obtenir les fonctionnalités. Donc on n'a pas réussi à copier l'architecture. Je crois qu'on a aussi utilisé un autre terme. Faute de preuve sur le contenu et l'architecture. Donc on n'a pas copié, on a imité, on a fait à peu près pareil, mais imiter, c'est pas copier. D'accord. Et voilà pourquoi on n'a pas été sur le terrain de la contrefaçon. Y a-t-il des questions par rapport à cette différence entre l'action en concurrence déloyale? Je vous rappelle les 4 possibilités, soit par le dénigrement, soit par la désorganisation, soit quand on tire profit de la notoriété de l'autre, ou soit à cause de l'imitation. Tirer profit, c'était notre action en parasitisme. Alors, ici, deuxième exercice. 2 personnes ont créé une base de données. D'accord. 2 personnes ont créé une base de données. Alors, c'était dans le secteur des agences immobilières. Donc, elles créent des bases de données avec tous les biens qui seraient éventuellement libres sur le marché, avec des photos, des descriptions, etc. On a la création d'une base de données. Et ces 2 personnes s'aperçoivent que une entreprise, parce qu'elle a des cadres qu'elle va muter dans la région de Limoges, apparemment elles sont dans la région de Limoges aussi, piquent leurs photos systématiquement ou leur description de biens à louer et les mettent à disposition de leur cadre. Et donc les deux personnes, Amélie et Caroline, se posent la question quant à la possibilité d'agir, d'agir en justice contre l'entreprise qui pille parce qu'elle les a prévenus, mais l'entreprise continue la pratique. Donc ici, d'abord, il faut savoir que les bases de données que vous avez construites, sont protégées.
Elles sont protégées dans certaines conditions. Elles sont protégées si effectivement il y a un réel, d'abord s'il y a un réel travail de fait, d'accord. S'il y a la constitution d'une réelle base de données que vous n'avez pas été, si vous recopiez l'annuaire existe déjà, il y a déjà une base de données, on ne voit pas beaucoup d'intérêt. Bon, ici on a quand même la sélection bien, on a des photos, on a des vidéos 3D, je crois, un truc comme ça. Bon, on a quand même quelque chose qui a dû demander un certain travail. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a l'impression que la base de données a quand même est quand même conséquente, qu'il y a quand même pas mal de choses dans la base de données. Apparemment, la base de données a été constituée il y a un petit moment, puisqu'on vous dit que depuis plusieurs mois, les deux sœurs constatent qu'une grande entreprise de la région copie certaines annonces. Donc voilà, à partir du moment où on a ces arguments-là, on va pouvoir bénéficier de la protection qui est donnée aux bases de données. Maintenant, la personne qui viendra exploiter votre base de données, donc à en extraire certaines pièces, hein, d'accord, peut être condamnée, et la condamnation se fait sur le terrain ici. On nous le dit, et c'est sur le terrain de la contrefaçon, donc sur le terrain pénal. Par contre, il faut des conditions pour ça. Des conditions pour qu'une action en contrefaçon soit envisagée. A priori, ici, moi, je dirais que les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi je vous dirais ça? Pourquoi les conditions d'une action en contrefaçon ne sont pas réunies? Est-ce que vous avez une idée? Alors, l'action en contrefaçon n'est pas possible, ne sera pas possible parce qu'elle demande à ce que le pillage de données soit important. Or, ici, il y a un point qui est relativement important à voir, c'est qu'il y a 0,02% des annonces qui sont donc copiées par l'entreprise. A priori, 0,02% des annonces ne représentent pas une extraction, d'accord, importante, substantielle. Alors, on a un côté aussi où il faut que la base de données soit systématiquement pillée. Bon, là, on voit que ça fait quand même plusieurs mois que l'entreprise vole des données, enfin recopie des données, et a priori de façon répétée quand même, puisque bien que les deux sœurs aient contacté l'entreprise qui leur a assuré de cesser la pratique, elles constatent que la pratique a été continuée pendant un petit moment. Donc on a le caractère répété, on a le caractère systématique, mais malheureusement on n'a pas le caractère substantiel, c'est-à-dire on n'a pas le caractère important du pillage. Par conséquent, je doute fort qu'une action en contrefaçon puisse prospérer auprès du juge. Donc vous avez ces critères-là à retenir. Alors, je vais lire votre question. Je vais lire votre question, elle est passée furtivement. Qu'en est-il lorsqu'un salarié part avec son propre fichier considéré comme du vol et du pénal? Bon, d'abord, du vol, c'est du pénal. Il n'y a pas photo, d'accord? Si vous me posez la question, donc, a priori, ici, dans ce que vous me posez comme question, on va dire, voilà, il y a un salarié, il s'est constitué un fichier client, par exemple, et il part de l'entreprise et il décide de partir avec son fichier client. La problématique ici, c'est que bien souvent dans les contrats de travail des salariés, il est indiqué que tout ce qui est fait pendant le temps de travail
appartient à l'entreprise, notamment la constitution de fichiers. Qu'à partir du moment où dans le contrat de travail, et même en dehors, même si ça n'est pas inscrit dans le contrat de travail, il est évident que si le salarié constitue son fichier de travail, son fichier client, qui fait partie de son travail, d'accord, ce fichier, il le réalise dans un cadre professionnel pendant ses heures de travail. A priori, ce fichier, les juges considéreront qu'il appartient à l'entreprise et que si la personne vend ou part avec le fichier, il peut être, alors on n'ira peut-être pas jusqu'au vol, hein, d'accord, mais il peut, voilà, être traduit devant un tribunal. Alors moi, ce que je vous conseille, si un jour vous devez être employeur et que euh, vos employés aient la possibilité de constituer ce type de fichier, c'est bien indiqué dans le contrat de travail, ça renforcera votre possibilité et surtout ça mettra en garde le salarié que tout fichier constitué, bien sûr, dans le cadre de son activité professionnelle, appartient à l'entreprise. Bon, après, il faudra apporter la preuve que le salarié ait volé le fichier. D'accord ? C'est un peu plus compliqué. Y aurait-il d'autres questions tout aussi intéressantes? C'était bien parce que ça nous permet de rebondir un petit peu. Alors, juste sur ce problème de vol de fichiers, il y a une entreprise qui commercialisait des puces pour mettre sous la peau des animaux. D'accord? Puce type RFID qui permet voilà, d'éviter le tatouage et qui recense toutes les données relatives aux chiens, aux chats ou autres bêtes à poil. Et cette entreprise voulait faire une campagne de pub envers les vétérinaires. Donc elle a recopié un fichier qui appartenait à une revue de vétérinaires. Elle a recopié tout le fichier et puis elle a utilisé ce fichier pour envoyer ses publicités, son mailing. Simplement, l'entreprise qui possédait le fichier, donc l'entreprise qui a été pillée, avait déjà repéré que cette entreprise qui envoyait des mailings, des publicités aux vétérinaires, avait déjà remarqué que cette entreprise utilisait son propre fichier. Donc, parce que ici, je vous rappelle que la charge de la preuve, elle pèse sur la personne qui porte les accusations. Donc, si vous m'accusez de concurrence déloyale ou si vous m'accusez de contrefaçon, notamment en matière de pillage de fichiers, vous serez obligé d'en apporter la preuve. Ce n'est pas à moi à apporter la preuve que je n'ai pas utilisée, c'est à vous à apporter la preuve que j'ai utilisé votre fichier. D'accord ? Donc, la constitution de la preuve dans ce type d'affaires est relativement importante. Donc, ce qu'avait fait l'entreprise, donc l'entreprise, le magazine là, qui avait ce fichier, elle avait mis des fausses adresses à l'intérieur du fichier pour voir s'il y avait des courriers qui allaient être envoyés à ces fausses adresses. Évidemment, l'entreprise qui utilisait les données sans son autorisation pour envoyer des pubs aux vétérinaires a envoyé des courriers à des fausses adresses. Et à partir de là, on a pu apporter la preuve qu'il y avait eu pillage de fichiers. Et donc, ici, on a pu entraîner l'entreprise pilleuse sur une action en contrefaçon. Bon. Donc ça, c'était le moyen de se ménager une preuve. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire d'autre? Notamment, j'avais... Qu'est-ce que je voulais dire sur l'action en contrefaçon? Alors d'abord, concernant l'action en contrefaçon, hein, donc on peut avoir une action en contrefaçon qui se base sur des actes qui sont répréhensibles, évidemment.
comme l'utilisation d'une marque qui a été déposée, d'accord, sans bien sûr autorisation du titulaire, ou l'usage d'une marque mais qui est imité. Alors, on peut déposer le nom, on peut déposer la couleur, sauf si elle existe déjà, puisque vous pouvez créer une couleur si vous faites des mélanges de pigments. Je ne sais pas si vous connaissez le bleu Klein. C'est un bleu bien spécifique qui a été créé par un artiste peintre qui s'appelle Klein. D'accord. Il l'a déposé, donc avec les codes couleurs, enfin tout ce qui va bien quand on fait de la couleur. Et aujourd'hui, alors vous pourriez l'utiliser sans faire exprès évidemment, d'accord, mais vous ne pourriez pas l'utiliser à des fins commerciales, etc. etc. Bon. Bien sûr, il faut être titulaire de ça pour pouvoir agir. Donc, quand on parle d'être titulaire d'un brevet, d'une marque, d'un nom, d'accord, ça veut dire que vous vous êtes rendu titulaire. Comment vous pouvez vous rendre titulaire d'un nom, d'une marque particulière? Alors, imaginons, alors j'ai qui? Voilà. Véronica décide de créer une marque de t-shirt type commerce équitable, d'accord? Elle utilise pour la fabrication de ces t-shirts du coton qui provient de l'agriculture raisonnée et elle décide d'appeler ces t-shirts, bio t-shirt. Voilà, bio t-shirt. Donc, comment peut-elle protéger cette marque ou ce nom? Quel est l'organisme aujourd'hui en France qui protège la propriété intellectuelle? C'est l'INPI, l'Institut national de la protection de la propriété intellectuelle. D'accord. Donc, il faudra aller auprès des services de l'INPI qui vérifiera déjà si la marque n'est pas déjà prise par quelqu'un. Et ensuite, bien sûr, en payant, vous pourrez protéger votre marque en sachant que les marques ne peuvent pas se protéger de façon à vie. D'accord. Il faudra renouveler la protection. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est 5 ans. Je crois qu'il y a les marques et les dessins, c'est entre 5 et 10 ans. Je ne l'ai plus en tête. Mais dans 5 ans, il faudra repayer pour reprotéger votre marque. Bon. Tac, 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 tac. Donc, une fois qu'on a quelqu'un malheureusement qui a contrefait ou qui a imité notre marque, on va pouvoir agir. Alors attention, il faut agir dans les 3 ans pour la matière pénale, dans les 3 ans qui ont subi l'imitation ou la découverte de l'imitation ou la découverte de la contrefaçon. Il faudra agir dans les 3 ans. Ce délai, c'est ce qu'on appelle un délai de prescription pour la matière pénale, mais pour la réparation en matière civile, il faudra agir dans les 5 ans. Et comme je vous l'ai dit, 400 000 € d'amende pour la personne qui a été coupable de contrefaçon et 4 ans de prison et éventuellement la peine peut être doublée s'il y a de la récidive. Voilà, ça conclut laborieusement. Que je trouve un système pour vous faire un peu plus réagir, hein, parce que clairement, moi, j'aime pas du tout travailler comme ça, je vous le dis. J'aime pas parler tout seul pendant 1 heure, donc il faudra que je trouve un petit système pour vous faire réagir. Allez, on va se quitter là et puis on fera la fin de ce chapitre lors de notre prochain cours. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde.